Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour ce numéro 268 de Téléfoot. Il sera évidemment beaucoup question de la 26e journée du championnat, il sera également question du meilleur avant-centre français du moment, c'est-à-dire le Brestois Gérard Bucher. Mais auparavant, je voudrais quand même dire un petit mot d'excuse à tous les amateurs de football de la chaîne, je sais qu'ils sont nombreux, au sujet de ce petit couac du match PSG-Bordeaux. Notre seule erreur a été en fait de nous adresser directement au Paris Saint-Germain qui n'a pas répercuté sur les Girondins de Bordeaux, qui eux en l'occurrence sont blanc-bleu dans l'affaire, ça tombe bien, c'est leur couleur. Enfin, en tout cas pour l'avenir, Jean-Michel Leliot, notre chef bien-aimé, c'est ce qu'il lui reste à faire. Nous revenons donc à cette 26e journée, nous commençons par les deux rencontres les plus importantes, Marseille-Bordeaux avec Jean-Michel Larquet, Auxerre-Nantes et un but bien litigieux avec Frédéric Jaillant. Nous allons voir tout ça en images, en commençant donc par le match qui avait rempli le stade Vélodrome de Marseille, l'OM contre le leader, les Girondins de Bordeaux. Jean-Michel Larquet. Ils sont venus, ils sont tous là. Il y avait même Fernando Chalana, 35 000 Marseillais dans le stade et un Portugais sur le terrain absent depuis 8 mois. Pour ce match entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux, un match qui va avoir beaucoup de mal à démarrer tant le bloc bordelais, l'organisation défensive des Marinés Blancs va faire impression tout au long des 45 premières minutes. Et si ce n'est quelques tirs cadrés de Bernard Lacombe, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, excepté quelques petits exploits techniques du capitaine Alain Giresse, comme ici où on le voit réaliser d'abord un grand pont aérien sur Kerjan, suivi d'un amorti du pied et d'une petite passe de l'extérieur. On a retrouvé hier le grand Alain Giresse. En fin de première période, il va y avoir quelques situations délicates. Ici, Dropsy qui a déserté son but voit le tir de Zégnier passer à côté. Et sur cette attaque de Bordeaux, Alain Giresse va être complètement démarqué sur le côté droit. Là, le capitaine bordelais va être moins inspiré. Il va un petit peu hésiter, se faire contrer, mettre son ballon en retrait. Mais le tir de Tigana va être contré. Et c'est donc sur ce score 0-0, sans grande envolée de part et d'autre, que va être sifflé la mi-temps, avec un Fernando Chalana que l'on a peu vu pendant ces 45 premières minutes. Mais dès le début de la reprise, Léonard Spech, venu de son poste de stopper comme un avant-centre du plat du pied, va bénéficier d'une passe lumineuse de Dieter Müller pour marquer le seul but de la partie. On va revoir cette action. Léonard Spech a grandes enjambées, du plat du pied, va éviter la sortie de Lévy et Bordeaux va remporter sa 7e victoire d'affilée. Les Bordelais vont être tout près du chaos sur cette nouvelle montée de l'axe défensif, de l'axe central Battiston pour Tigana. Un tir de Tigana bien dévié. Et surtout, par l'intermédiaire de Thierry Tussaud, qui avait donc remplacé Chalana après 15 minutes en deuxième mi-temps. Tussaud qui ne trompe pas Lévy, pas plus que la reprise de volée de Alain Giresse. En fin de match, les Girondins vont subir une pression intense. Et ici, on va voir la plus belle occasion des Marseillais. Bad échappe à Spech, tire sur le poteau. Et le tir de Flack roule en corner. Les Marseillais vont être très pressants pendant les dernières minutes. Mais le dernier mot restera aux Girondins et à leur gardien Dominique Dropsy avec 7 points d'avance. Bordeaux peut penser maintenant à sa Coupe d'Europe. Auxerre-Nantes donc, où l'histoire d'un but. On commence tout de suite par la confusion qui a régné en fin de match. Auxerre vient de marquer le seul but de la rencontre et les joueurs nantais implorent l'arbitre et le juge de touche de l'annuler. Ils n'y parviendront pas, ce but sera validé. Ce but, le voici. Roger Belly a-t-il marqué de la tête ou de la main? À vous de juger. Peut-être avec le ralenti qui va suivre, toujours est-il que cette main qui a paru évidente aux Nantais ne l'est pas du tout à l'image. On comprend alors que M. Biguet ait été surpris par la réaction des Nantais. Je pensais que cette réaction était du fait que Bertrand Demagne avait relâché le ballon et je pensais
qu'il venait réclamer sur cette action, sur ce fait. Et ma surprise a été de constater qu'il venait non pas réclamer une bousculade, mais une main sur l'action. Réaction très violente donc, notamment de la part de Jean-Claude Suodo, l'entraîneur nantais. Il est vrai que le dernier déplacement de Nantes datait de Bastia, où on s'en souvient, l'arbitrage avait également été très contesté. En tout cas, Jean-Claude Suodo se disait hier soir ulcéré. C'est trop quoi. Vous avez pensé à un moment que l'arbitre allait revenir sur sa décision? Mais non, mais là je veux pas me laisser aller à dire ce que je pense d'eux. Ce serait trop grave. Et encore, pourquoi moi je me permettrais pas alors que non. En fait, ce qui est dangereux, c'est qu'ils ne servent à rien. Toujours est-il que c'est bel et bien ce but qui a fait gagner Auxerre. Avec cette image-là, on peut penser que Boly a marqué de la main. Avec cette image et avec le lapsus de Roger Boly. Écoutez. Je prends le ballon de la main et de la tête. De la main ou de la tête? De la tête. Mais vous étiez tout près, alors est-ce que votre frère a tapé avec la tête ou avec la main? Moi j'ai pas vu, j'étais derrière José, j'ai rien vu, je l'ai vu en train de courir, je lui courais après, c'est tout. Et bien voilà, alors il n'y a pas eu cependant que ce but dans cette rencontre, il y a eu également des occasions comme celle-ci, tête de Garand en début de match et bon arrêt de Bertrand Demann. Autre occasion un peu plus tard, cette fois pour Nantes, avec un bon tir de José Touré, c'est parti. Et cette fois, c'est Batz qui doit intervenir. Et puis surtout, en première mi-temps, il y a eu cette action, le ballon pour Géraldès qui remplaçait Ferreri suspendu. Touré involontairement a prolongé. Garand à la lutte avec Zakarian, but de Garand, mais refusé. La faute est bien plus évidente, et bien sûr, côté nantais, on disait à la fin du match que c'est parce qu'il avait refusé ce premier but, que M. Biggen avait osé refuser le deuxième aux joueurs auxerrois. Hier soir, après la sortie de Zarmac, victime d'une élongation, c'est Garand qui a été l'attaquant auxerrois le plus dangereux. Il aurait pu marquer sur ce coup franc, ou bien en fin de première mi-temps sur une nouvelle occasion qu'il s'était créée. Passe de Janas et Garand qui s'avance, qui tire du pied droit et Bertrand Demann une nouvelle fois intervient. 0-0 donc à la mi-temps. Au passage, quelques mots de Giroud. On ne le voit pas ici à l'adresse de l'arbitre et Jean-Claude Suodo le lui reprochera à la fin du match. En deuxième période, moins d'occasions. Nantes aurait pu marquer ici par exemple. Et on allait donc tout droit vers le match nul. Auparavant, discussion entre M. Bigay et Bertrand Demann. Là, ça se termine bien. Ce ne sera donc pas le cas quelques instants plus tard après ce but de Roger Boly et Auxerre a donc battu Nantes 1-0. Après ce but et la confusion qui a suivi, regardez simplement de quelle manière les Nantais ont fait l'engagement. Le ballon directement dans les tribunes et aussitôt la fin du match. Il y avait 7 matchs hier soir en première division puisque Sochaux, Nancy et Strasbourg-Laval ont été remis et que Metz-Toulon se déroulera cet après-midi. Nous avons choisi de vous montrer en image le derby du Nord entre Lens et Lille avec Yves Kupfermink et le match qui s'est déroulé au Parc des Princes pour voir si la remontée des Monégasques de Lucien Muller continuait. Il venait affronter le malheureux Racing, toujours dernier de cette première division. Nous retrouverons pour ce match Philippe Huy, mais on commence par la rencontre qui s'est déroulée dans le Nord, Lille-Lens avec Yves Kupfermink. Le froid qui régnait hier soir à Lens a sans doute empêché la grande foule de venir assister au traditionnel derby du Nord. Dans les tribunes du stade Bollard, 20 000 personnes seulement, en majorité des Lensois, qui ont vu leur équipe remporter sa première victoire depuis la trêve. Dès le coup d'envoi, les joueurs de Gérard Rouillet ont pris le match à leur compte, comme ils ont l'habitude de le faire à domicile, et dès la 7e minute, il se crée une occasion. Marsiglia lance Pagal à la limite du hors-jeu. Mais Jean-Pierre Mottet intervient dans les pieds du milieu de terrain lensois. Mais pour Lens, qui joue avec 3 véritables attaquants, c'est assez rare dans le football moderne pour le souligner, ce n'est que partie remise. 6 minutes plus tard, sur une nouvelle attaque, Philippe Vercruijs va lancer Marsiglia qui s'est engagé dans le trou. Marsiglia, qui était encore lillois il y a 2 ans, ne fait aucun cadeau à ses anciens partenaires et loge le ballon au ras du poteau de Mottet. C'est net, clair et sans bavure pour René Marsiglia, auteur hier d'un excellent match.
Sur un terrain d'apparence en bon état mais gelé en profondeur, ce qui explique sans doute les nombreuses erreurs techniques de part et d'autre. Les Seniors, bien emmenés par Philippe Vercruys, vont avoir l'occasion de doubler la mise. Mais Daniel Zwereb, lancé par Vercruys, après avoir éliminé Motet, est contré au tout dernier moment par Éric Péan. C'est donc sur le score d'1-0 qu'intervient la mi-temps, mais le public n'aura pas trop à patienter pour voir son équipe prendre le large. Le jeu a à peine repris depuis 2 minutes que sur ce coup franc de Marsiglia. Oudjani reprend une première fois de la tête, une énorme erreur de Péan et Oudjani marque dans le but vide. Au ralenti, on va pouvoir voir l'énorme erreur du libéro lillois qui oublie carrément le ballon en route. Après ce but, le jeu se stabilise quelque peu, en tout cas la domination du Racing est moins évidente, même si sur de rapides contre-attaques, l'on se montre encore le plus dangereux, comme ici, Oudjani qui va être devancé au tout dernier instant par Motet. Jean-Pierre Motet qui s'est encore mis en évidence hier soir, petit gabarit mais grand talent, sa détente lui permettant souvent de compenser son manque de taille. 1m75, ce n'est pas énorme pour un gardien, mais ça ne l'empêche pas de cueillir ce centre de Daniel Zwereb sur la tête d'Oudjani. En fin de match, les Lillois vont avoir 2 occasions très nettes de réduire l'écart, mais Lens ne le réussit décidément pas au Stade Bollaert, où ils n'ont pas gagné depuis 1970. C'est d'abord Guillon qui est fauché par Gillot dans la surface, mais l'arbitre ne siffle pas un pénalty que les joueurs du LOSC ne manquent pas de lui réclamer. Et à la dernière minute de jeu, sur une rapide contre-attaque, le Yougoslave Primorac va se présenter tout seul devant le but lensois. Mais Gaëtan Huard effectue une sortie canon, si dont il a le secret, et il permet à Lens de prendre une revanche sur Lille, qui au match aller s'était imposé sur le même score de 2-0. Racing Monaco ou le énième match de la dernière chance pour les Parisiens. Malheureusement pour eux, ce sont les Monégasques qui vont se créer l'action la plus dangereuse de la première mi-temps sur cette action. Un centre d'Anziani et à l'arrivée une tête de Bravo qui est détournée par Rousseau. Et à l'arrivée, une première mi-temps pas très palpitante, 0-0. En deuxième période, même scénario, les actions les plus dangereuses seront apportées au crédit de Monaco. Là, c'est Tanziani qui a mis sa reprise au-dessus et là, c'est Bellone qui va rater son tir. On va arriver comme ça tranquillement à la 80e minute, c'est-à-dire l'instant où le match va basculer. Une montée d'Amoros qui va laisser le ballon pour Bellone. Bellone face à face avec Pelletier, le défenseur parisien. Et un centre de Bellone, une reprise de Bravo. Et 1-0 pour Monaco. Ce but qui permet d'ailleurs aux Monégasques de remporter là leur 4e victoire consécutive et de revenir au classement. Le Racing va bien réagir en fin de match et dans les 2 dernières minutes, ils vont se créer 3 très nettes occasions. Malheureusement pour eux, eh bien, ils n'en réussiront aucune sur les 3. Chaque fois, il y aura ou un petit peu de malchance ou encore Ettori comme sur cette action. Mais la plus nette, là, eh bien, c'est Bridier qui va la rater. Une belle ouverture. Malheureusement, le tir de Bridier passe à côté. Et c'est le 14e match de suite sans victoire pour le Racing. Il y a eu 4 victoires à l'extérieur hier soir. Vous avez donc vu en image Bordeaux et Monaco l'emporter. Toulouse a gagné à Rouen grâce à 2 buts signés Yannick Stopira et Ferrage. Le Paris Saint-Germain est allé infliger à Bastia sa première défaite à domicile, malgré un pénalty de Meyer pour Bastia. C'est Luis Fernandez qui a marqué les 2 buts des Parisiens. Match nul entre Tours et Brest, Coiffier et Dupraz ont marqué les 2 buts. Au classement de cette première division, alors que je vous le rappelle, le match Metz-Toulon aura lieu cet après-midi, Bordeaux est bien sûr en tête, Nantes est à 7 points avec un match en plus à disputer, Auxerre est à 11 points, Toulon à 13 points joue donc à Metz cet après-midi. C'est décidément Bordeaux qui écrase, non pas les prix, mais le championnat. Le Racing est toujours bon dernier, 4 points de retard sur Strasbourg, Rouen et Tours, mais les 5 clubs à 21 points qui sont Sochaux, Lille, Nancy, Marseille et Laval ne sont pas rassurés pour autant. En ce qui concerne les buteurs, eh bien, ma foi, seuls Thierry Meyer et Yannick Stopira, dans les premiers, ont amélioré hier soir leur capital but. Puisque nous parlons des buteurs, le buteur traditionnel, c'est l'avant-centre. Et dans cette période euphorique que connaît le football français sur le plan international, eh bien, malgré le brio de garçons comme Bernard Lacombe ou comme Yannick Stopira,
On est peut-être à la recherche du successeur de Justo Fontaine. Depuis cette époque, en effet, il n'y a pas eu de grands avant-centres dans le football français, mais peut-être un est-il en train de voir le jour du côté de Brest. Vous voyez ce que je veux dire. Jean-Pierre Draxuc est allé enquêter sur place sur l'étonnante personnalité de M. Gérard Bucher. Jean-Pierre Draxuc. À 8h30 du matin, comme tous les jours de la semaine, Gérard Bucher, la nouvelle coqueluche du football breton, prend le chemin du complexe sportif de la Cavale Blanche. Ici, il va retrouver ses coéquipiers du Brest Armorique pour l'entraînement quotidien. Entrons sans façon dans l'intimité du champion. Quelles sont les mensurations de l'athlète? Les mensurations, c'est 1,83 pour 77 kg. Cette année, Brest obtient de bons résultats, actuellement 6e au classement du championnat. Gérard Bucher est certainement pour beaucoup dans cette réussite. Il a marqué 15 des 38 buts de l'équipe. À 24 ans, Gérard a littéralement explosé cette année. À l'issue de la 26e journée d'hier soir, il est 2e au classement des buteurs derrière l'inaccessible nantais Ali Lodzik, mais devant des canonniers réputés comme Lacombe, Gengini ou Onis. Déjà, plusieurs clubs étrangers ont des vues sur lui, dont le leader du championnat anglais, Everton. Les gens qui se déplacent à 80 km, 100 km pour voir le match, si Bucher ne joue pas, ils se déplacent en plus. Ça, évidemment, hein, c'est la force de l'équipe. Hein. Tout le monde l'aime bien? Oui. C'est sûr, on l'aime bien à Brest, Bucher. Tout le monde veut qu'il reste ici. Le président Yvinec en tête, qui pour le moment ne veut pas entendre parler d'un éventuel départ de son buteur. Pour Robert de Wilder, Bucher représente une pièce maîtresse indispensable. C'est super important d'avoir un mec qui est capable de les planter. Comment vous expliquez qu'il ait pu exploser comme ça cette année? C'est un problème de confiance, parce que c'est vrai que les qualités, il les a toutes, ou tout au moins beaucoup. Force, agressivité, dans le bon sens bien sûr. Technique, pied droit, pied gauche, tête, et puis un bon sens tactique. Qu'est-ce qui lui manque encore, à votre avis? Je crois qu'il faut qu'il reste davantage lucide sur le terrain, car il a un tempérament extrêmement généreux, et il aurait tendance à se disperser un petit peu avec les arbitres, avec les adversaires. Il a un caractère très impulsif, et ce qui lui fait perdre des fois quelques dixièmes de seconde ou centièmes de seconde dans les moments les plus importants au cours du match. L'équipe se tourne mieux grâce à lui aussi. Je dis grâce à lui aussi. Alors ça veut dire on joue mieux à cause de lui, à cause de nous. Il est arrivé dans un groupe où tout le monde lui faisait confiance. Il est venu ici comme titulaire. Et je pense qu'il apporte sa bonne humeur. C'est un garçon très sympathique. Il nous fait d'énormes biens au sein de cette équipe brestoise. Il faut être né pour marquer les buts. Alors il est né pour marquer les buts. On parle de Gérard Bucher, donc on parle quand même de Brest aussi. Donc on n'est pas oublié, nous. Donc il n'y a pas de problème. Aucune jalousie donc de la part de ses coéquipiers. Ah Gérard, tu me paieras un coup, hein. J'ai dit que des choses charmantes sur toi. Je suis le marqueur de but, bon mais ça c'est la chance qu'il veut. Bon, j'ai beaucoup travaillé aussi, il faut bien le dire. J'ai eu un trou de 2 ans. Pendant 2 saisons, j'étais mi-figue, mi-raisin. Bon, et maintenant, je récolte ce que j'ai semé parce que pendant 2 ans, j'ai beaucoup bossé. L'an dernier, il évoluait sous les couleurs nantaises. On le retrouve ici justement dans un match contre Brest. Il offre un but à Baron Kelly. Et sur ce centre, il marque l'un de ses 7 buts nantais, 83-84. Mais durant son unique saison chez les Canaries, Bucher n'avait joué qu'un match sur 2 comme titulaire. En 1979, Gérard Bucher, élu meilleur junior du tournoi de Monaco, portait le brassard de capitaine de l'équipe de France junior, où évoluait un autre espoir, Yannick Stokira. Ça va, donc le ballon est à vous. Oh, on a le ballon, hein. J'ai 18 ans, je suis né le 5 novembre 1960 à Alger. Je suis l'aîné j'ai encore un frère et une sœur. À cette époque, il jouait sous les couleurs de Nice. C'est Albert Batteux qui l'avait repéré à Manosque, son club d'origine. À 17 ans, il était titulaire dans l'équipe pro. Il devait rester 4 ans à Nice, jusqu'à son transfert à Nantes en 83. Il marquait à cette époque 7 à 8 buts par saison. Le gars du Midi s'est vite adapté à la Bretagne. C'est ici, chez lui, dans la banlieue de Brest, qu'en compagnie de sa femme, il fait des projets d'avenir. Il faudrait peut-être qu'on pense à mettre une sorte de sapin un peu plus grand que l'autre, là, sur ce côté, puisqu'on a de la place. Hein? Une autre présence importante dans la vie de Gérard, son chien Scott. Maintenant, ça dépasse le cadre du chien de garde. Je crois que maintenant, il
partie de la famille. On parle aussi de chiens de garde en football. Vous avez des fois des chiens de garde autour de vous, hein? Heureusement qu'ils ne sont pas aussi féroces que le mien. Parce que je ne donnerais pas cher de ma peau. Mais pour Gérard, le meilleur critique, c'est encore Madame Bucher. Je vais à tous les matchs ici à Brest, mais je ne vais pas en déplacement. Et bon, il ne me pose pas de questions, mais c'est moi qui lui dis ce soir tu étais à 50% de tes moyens, ce soir tu n'as pas été bon du tout, tu n'as pas rouspété sur les arbitres. Je lui dis ça il ne faut pas, il faudrait que tu évites, ça t'apporte rien du tout, ça t'apporte que des cartons. Et je dis et en ce moment il faut éviter ce genre de choses. Donc bon, bah, il m'écoute et on s'arrange. Donc évidemment j'ai une influence sur lui, c'est sûr. Hein. Comment vous la voyez la suite de votre carrière maintenant? Je ne me suis pas trop posé la question, mais c'est sûr que vu l'évolution qu'elle a prise maintenant, j'ai peut-être de grands espoirs en moi. C'est sûr que je vois la vie autrement maintenant. L'avenir de Gérard Bucher pourrait bien très vite se teinter de bleu. Bleu, équipe de France bien sûr. Ça marche fort en tout cas pour Gérard Bucher, et tant mieux parce que maintenant vous le connaissez un petit peu mieux. C'est un garçon très sympathique. En ce qui concerne la deuxième division, nous avons choisi un match qui se déroulait dans le groupe B, un derby entre Nice et Cannes. Didier Roustan nous est revenu, mais dans quel état? Il a le bras dans le plâtre, le pauvre garçon. Il s'est blessé hier en jouant au football, mais enfin, il va vous commenter quand même courageusement les 2 buts marqués par les Niçois aux Cannois. C'était vendredi sur la côte au Stade du Ré. Avant-hier, Thierry, avant-hier, car c'était en levée de rideau de ce match, donc Nice-Cannes, avec la célèbre équipe des Globetrotters. Ça devient dangereux, qui jouait donc contre les supporters niçois, qui l'emportaient. Mais enfin, ils ont bien résisté, les supporters niçois. Donc Serge Martinazo au premier plan, président bien connu, le photographe Charles Weber, et maintenant d'autres stars, évidemment, avec le diamant noir, Youssouf Fofana, qui inquiète d'entrée de jeu André Amitranou. On joue depuis 6 minutes, et 1 minute plus tard, à la suite de ce coup franc joué à 2 et de ce centre de Françoise, il va y avoir un mauvais renvoi de la défense cannoise, ce dont profite Lefebvre, actuellement en très grande forme. Il avait été remarquable en Coupe de France récemment au stade Pierre de Coubertin, et Nice mène 1-0 après 7 minutes de jeu. Il ne se passera pas grand chose ensuite, une action pour Cannes avec India, et on se retrouve à la 33e minute. Là, un bon réflexe de Giacomo à la suite de cette reprise de Dominguez, mais le ballon a ricoché sur le bras de Vernet. Il y avait effectivement danger de but, cela ne se discute pas, et en force, eh bien, Franche Dominguez, le buteur niçois. Là, effectivement, les dirigeants de l'OGCN ont fait une bonne affaire en le faisant venir d'Argentine, marque le 2e but. Ensuite, Cannes fait le forcing, mais Amitrano, qui s'oppose ici avec brio contre Fernandez, va faire le reste. 2-0 à la mi-temps. Nouveau coup dur pour Cannes. Ndiaye, qui est blessé et qui quitte le terrain. Il est remplacé par Rampillon, qui cette fois, le même Rampillon, qui échoue sur le poteau. Alors que cette fois, effectivement, Amitrano était bel et bien battu. La deuxième mi-temps sera cannoise. Ici, une bonne occasion pour Fofana, mais Nice est très bien organisé en défense. On l'avait déjà constaté lors du match aller où les Niçois l'avaient emporté sur le même score, 2-0. Il manquera toujours un petit quelque chose. Ici, c'est Joly qui peut détourner sur la ligne. Nice sera même bien placé pour marquer un 3e but à la toute dernière minute par Gilbert Marguerite, entré en cours de deuxième mi-temps, mais cela aurait été trop sévère pour Cannes. En tout cas, Nice se reprend bien après sa défaite à Saint-Etienne 1-0. Pour Cannes, c'est plus grave, car Cannes s'était incliné récemment contre Guignon 2-1 sur son terrain. Mais enfin, cela n'empêchera pas les dirigeants, joueurs et supporters de Sablé-Champagne ce soir au Palais de la Croisette, où on fête les 80 ans de l'AS Cannes. Là aussi, il y aura un plateau de qualité. Il ne faut pas rater ça. Victoire de Nice 2-0. Le classement donc et les résultats du groupe B, le groupe que nous venons de suivre, avec une nouvelle victoire de Cuiseaux aux dépens de Thonon grâce à un but de Ollier. Grenoble continue également grâce à 2 buts de Néoda contre un pénalty de Martinez. Victoire à l'extérieur de Béziers qui gagne au Puy. Calassan et Antonetti contre un but de Chollier pour le Puy. Au classement, Nice est premier de ce groupe. Nîmes suit à 3 points, Saint-Etienne à 4. Montpellier à 5, Thonon et Grenoble à 7. À signaler que cet après-midi a lieu le grand derby Lyon-Saint-Etienne, dont vous pourrez voir des images ce soir dans Sport dimanche soir. En ce qui concerne le groupe A maintenant, dans le groupe A, victoire à l'extérieur de Mulhouse qui gagne à Reims grâce à un but d'Eriksen à la 87e minute. Le Red Star réussit un bon résultat en battant Rennes grâce à un but de Leverrier. Victoire de Valenciennes contre Orléans, 1-0 également, but de Papin.
Les autres résultats conformes à la logique avec des scores élevés pour Quimper et pour Abbeville aux dépens respectivement de Amiens et de Angers pour lesquels ça sent vraiment la 3e division. Au classement, Mulhouse est premier, Le Havre suit à 1 point, Rennes à 3, Valenciennes à 5. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette rapide demi-heure. Juste le temps pour moi de vous présenter le numéro de ce mois-ci de Mondial avec Alain Giresse en couverture. Il vient de sortir, il y a un reportage sur Anderlecht, un reportage sur Stopira et un reportage sur le Fissou-Gianni dans ce numéro. Nous nous retrouverons pour un nouveau téléfoot, mais ce sera non plus dimanche, mais samedi prochain, notez-le bien, samedi prochain 1h30, 2h15, et vendredi prochain, multifoot, le premier de la nouvelle année. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. N'oubliez pas, non pas dimanche, mais samedi. Merci.